J'espère que vous avez tous passé une très bonne rentrée. Ceux qui ont été à Automécanica, un bon salon. Apparemment, il était assez agréable. J'espère que vous allez tous bien, que les vacances sont déjà loin, mais elles se sont bien passées. Et du coup, on attaque la rentrée avec le premier observatoire. Ça fait 4 ans qu'on a commencé l'observatoire. On a commencé en septembre 2020. Ça fait 4 ans. C'est bientôt alors. Ouais. On va aller au Phuket, ça. Ah ouais, voilà, ça va bien. C'est de l'argent. Et justement, pour les 4 ans d'observatoire, on a décidé de faire quelques changements. On vous propose, on le faisait une fois tous les 2 mois et on va faire un observatoire maintenant tous les mois. C'est ça, Franck? Oui, alors je pense qu'on va vous poser la question en direct. On fera un sondage comme ils font maintenant chez les Jones. Donc vous nous direz, en fait, on vous propose, on fera l'observatoire tous les mois. Mais on hésite entre 2 formules. Une formule qui est celle qu'on a aujourd'hui, où on fait une intervention, le type fait plutôt le monde et l'Europe. Et puis moi, je vais vous faire un point qui va être novateur sur le marché français. Et on se demandait, est-ce qu'on fait les deux comme on les fait aujourd'hui, mais ça fait une réunion un peu longue, ou est-ce qu'on les dissocie, ce qui ferait qu'on aurait un observatoire qui durerait 40-45 minutes, le temps on échange un peu. Ouais. Et puis, je mets à côté en marge une présentation 25-30 minutes spécifique au marché français, avec une analyse qui est novatrice. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Si on découpe les deux, on pourrait mettre le marché français une semaine avant, parce que les stats sur le marché français arrivent très vite. Alors que le monde, l'Europe, etc., ça prend un peu plus de temps. Ça, c'est le premier point. Donc, vous nous direz ce que vous préférez. Moi, je dois dire que je serais presque plus pour qu'on dissocie les deux. Comme ça, peut-être que des réunions plus courtes et plus rablées, ça me conviendrait mieux à voir. Et puis, l'autre élément qui vous concerne peut-être pas directement, et sur lequel on peut aussi vous interroger, c'est qu'on va mettre en place également tous les mois ce que j'appelle un monitoring de la production. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera le même format que celui qu'on a aujourd'hui, mais uniquement concentré sur la production européenne par segment, voiture, etc., qui durera à peu près 40-45 minutes aussi. Alors vous, je sais que vous êtes plutôt, pour la plupart d'entre vous, orienté marché, mais dites-nous si... Tiens, Marie, est-ce que tu peux envoyer la question? Si la production, ça vous intéresse aussi. De toute façon, on lancera une invitation bientôt. Parce qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'avoir, donc je vais les partager avec vous. On peut faire des analyses très très fines sur quelles usines produisent quoi, quand, comment en Europe. Donc on va voir l'idée, et évidemment l'idée après, ça sera, alors ça on le fera peut-être dans le cadre de l'observatoire, ou peut-être dans le cadre d'une réunion qui ne sera pas mensuelle, où on fera le lien entre les deux. On fera le lien, notamment, on fera une cartographie des productions européennes, du marché européen, et donc fatalement de ce qui est exporté d'Europe et de ce qui est importé. Et ça, c'est intéressant parce que on aura une belle cartographie finalement de la typologie productive européenne et du marché. Alors, on verra, bon, il y a 4 ou 5 millions de voitures qu'on importe, on en exporte à peu près autant, mais avec une valeur un peu plus, c'est surtout les Allemands qui font ça. Et c'est intéressant de voir un petit peu comment, par rapport à la demande mondiale, et ben, le marché européen et la production européenne surtout peuvent évoluer. Sachant que nous, ça va être intéressant parce que nous, Français, constructeurs français, on n'est pas tellement concernés par ça, dans le sens où les productions européennes des constructeurs français, c'est plutôt pour l'Europe. Mais c'est intéressant de voir comment les autres, c'est-à-dire ceux qui exportent hors d'Europe, comment ils se positionnent et comment ça fonctionne, parce qu'évidemment, ça va permettre de rentabiliser ou pas, ça va montrer leur force économique aussi, et le pouvoir qu'ils ont, parce qu'ils ont un marché qu'on n'a pas, clairement. Hein, il y a des usines qui tournent uniquement pour l'export ou fortement pour l'export, le marché européen, alors que nous, ce n'est pas le cas. Nous, toute variation ou toute nouvelle importation de véhicules, notamment qui viendraient de Chine, pour Renault et Peugeot, ça va se faire forcément au détriment de nos productions européennes. Et dans les productions européennes, il va falloir qu'on regarde très fortement les productions françaises. Parce que c'est le cœur de tout le débat aujourd'hui actuellement. C'est de se dire comment, dans cet environnement-là, où la France n'a pas forcément une position compétitive très favorable, comment anticiper ce qui va se produire au niveau de l'activité. Voilà. C'est pour essayer d'avoir un petit coup d'avance.
Donc, Voilà. Clotilde, Donc, je te n'hésitez laisse. pas à nous dire si vous voulez, du coup, On va vous vous êtes envoyer intéressé par le monitoring. ça. C'est pertinent. Là, vous envoyez, comme ça, vous répondez, ça évite de lever la main, vous pouvez le faire tout de long durant la réunion. Donc, Clotilde, vas-y. Voilà, du coup, moi, je commence, donc je fais toujours 40 minutes. 40 minutes, je vais me dépêcher. Donc, les marchés automobiles, donc sur les 8 premiers mois 2024, je vous propose, ça passe pas. Juste un petit point macro, donc l'économie mondiale donc, montre toujours des signes de résilience après la période de désinflation de 2023, mais elle reste toujours dans une situation délicate. Donc la croissance mondiale est prévue à 3,2 pour cette année en 2024 et 3,3 pour 2025. Malgré tout, on a encore des tensions inflationnistes qui persistent dans certains secteurs, notamment les services, principalement en Europe. Et les risques d'accélération de l'inflation sont toujours présents, et ce qui peut entraîner du coup une probabilité un taux d'intérêt plus élevé sur la période qui devrait arriver. On voit qu'on a quand même des régions qui s'en sortent le mieux. Aux États-Unis, donc 2,6 en dessous de la croissance mondiale pour cette année et 1,9 pour 2025. À l'inverse, on a en Chine et en Inde donc des croissances qui sont plus élevées. Chine 5%, un peu moins en 2025, 4,5%. Et l'Inde, du coup, qui nous a habitués depuis 2 ans à faire une croissance assez importante, donc 7% cette année et 6,5% l'année prochaine. En Europe, du coup, après une récession, l'Allemagne en 2023, elle devrait être à 0,2% seulement en 2024. Il faut attendre 2025 pour repartir à 1,3%. C'est à peu près pareil sur l'ensemble des pays européens. Et donc, on voit effectivement que c'est assez compliqué, toujours à cause de l'inflation qui affecte le pouvoir d'achat des ménages et bien évidemment la consommation. Même si le marché du travail a relativement repris, les pressions, les coûts de l'énergie et autres impactent toujours la croissance. Donc, j'avais l'habitude de vous faire un petit point macro un peu plus complet, mais du coup, si on fait un observatoire plus court, est-ce que ça vous intéresse, le point macro? Marie, si tu peux envoyer le petit sondage. Sinon, la prochaine fois, je vous en remettrai. Sinon, je resterai juste sur cette partie. Donc, au niveau des marchés, c'est dommage que ça ne marche pas sur le numéro. Sur les 8 mois 2024, donc on est à un peu plus de 56 millions de véhicules légers immatriculés, donc une croissance de 1,6% par rapport à 2023, mais toujours en repli de 3% par rapport à 2019. On a bien évidemment toujours des disparités par région. Donc, vous avez sur la carte 19 régions qui représentent à peu près 93%, 95% des immatriculations totales. En blanc, vous avez les variations 2024 par rapport à 2023. Et en noir, vous avez les variations par rapport à 2019. Donc, les zones qui sont en rouge, ce sont les pays ou les régions qui sont en recul par rapport aux 8 mois 2023 et en vert ceux qui sont en positif. Donc, on voit qu'effectivement, cette année, c'est pas trop mal pour les 8 premiers mois. En Europe, on est à plus 2,6, on atteint presque les 10 millions de véhicules légers immatriculés, même si on reste toujours en repli de moins 18%. Clignote un petit peu, mais on reste toujours bien en repli. Les États-Unis, c'est un peu mieux, plus 1,9% par rapport à 2023 et moins 7,7% par rapport à 2019. On a toute la zone Moyen-Orient, Iran, Turquie, Inde, pardon, j'ai plus bien, Inde et Chine, du coup, qui restent toujours en positif et par rapport à 2019 sont bien au-dessus. Et puis, la Corée et le Japon, eux, sont en repli de moins 8% pour la Corée par rapport à 2023. C'est Daenerys Targaryen et Ah, j'ai pas lu. Arya Stark. Je précise, ce sont
4. Tu peux virer les micros de celui qui est. Non, c'est bon, Marie, j'ai fait. Et au Japon, donc avec 2,8, moins 9,8% par rapport à 2023. Donc on verra plus loin que le Japon, effectivement, ça fait un moment que le marché est assez compliqué. En ASEAN, plus 4,6% par rapport à 2023, c'est mieux parce on nous avait habitués vraiment à des fortes baisses dans les pays, les pays asiatiques. Et donc, on a au Brésil une croissance, enfin, plus 13,3%, donc le marché brésilien se porte bien, mais toujours en repli de moins 5%. On verra le détail donc, dans les slides suivantes. Si on regarde... Excusez-moi, du fait que là, en Corée et au Japon, il y a une récession sur les ventes, vous pensez qu'il peut effectivement avoir une attitude plus agressive sur les autres marchés de la part de ces deux pays producteurs? Oui, Oui, Ouais. Toyota, on le verra tout à l'heure, Toyota se porte très très bien. très bien. Et en plus, le yen a un niveau très très bas, ce qui fait aujourd'hui, il gagne beaucoup de parts de marché. Hein. C'est hyper compétitif en termes de production. De l'euro, du dollar, ça leur fait. Et puis ils ont de la marge, effectivement, avec un marché intérieur. Ça, c'est des raisons de fond. Hein. Le problème de faire de l'argent à cause de. Enfin, ils ont une croissance forcément de revenus, mais à cause du taux de change. Donc, ils n'ont pas de quantité. Donc, si le yen devient fort, ça va leur faire mal. Oui. C'est tout le problème de la monnaie. Hein. Oui. Exactement. Mais pour le moment, effectivement, ils ont. On le verra par les ventes par région et par pays, que effectivement les marques japonaises et coréennes avec Hyundai vont très très bien. Donc par rapport à 2019, donc sur les 8 mois 2024, on a perdu 1,7 million de véhicules légers. Et donc là, on voit très clairement les fautifs. Donc c'est surtout la zone Europe, donc qui a plus de 2,2 millions de véhicules en moins par rapport à 2019. Donc le Japon, effectivement, c'est pas terrible non plus. Ils ont perdu 672 000 véhicules. Aux États-Unis, 584 000. Et donc, même si la Turquie, plus de 500 000 véhicules gagnés depuis 2019, l'Inde, près d'1 million, et la Chine ne compense pas effectivement les pertes surtout de la zone euro. Donc, je vous propose de faire un focus en détail sur les différents pays. Donc, pour la Chine, donc là, ça devient flagrant pour la Chine. Donc, BYD, ça y est passé devant et le leader sur le marché chinois avec 14% de part de marché. Il était encore en avril, il est toujours deuxième. Donc là, il est vraiment passé devant Volkswagen dont les ventes sont en repli de moins 10%, donc plus 30% pour BYD. Et donc, si vous regardez les histogrammes de droite, on voit très clairement que les marques chinoises prennent le pas sur les marques étrangères. Donc, on était à 34% de part de marché des marques chinoises en 2019. On est arrivé à 61% de part de marché. Donc là, tout le monde s'en sort très, très bien. BYD, donc 14%. Geely, 9%. D'ailleurs, je pense que Geely va bientôt aussi prendre la deuxième place de Volkswagen qui va se retrouver sur la dernière marche du podium. Peut-être même après, même pas du tout sur le podium, on verra en 2025. Et donc, on voit qu'effectivement, tous les constructeurs étrangers sont en repli, alors que le marché est en hausse quand même de 3%, hormis le coréen Hyundai, lui qui se porte bien sur le marché chinois, qui est à plus 11%. Et même Tesla, du coup, est en repli, moins 6%, mais on verra que Tesla, sur l'ensemble des zones, c'est pas... L'évolution est impressionnante. En un an, c'est incroyable. Ils ont plus de 8 points de part de marché, les Chinois. Ça va Voilà. très vite. Hein. Ils vont tous très bien. Plus 30% pour BYD, presque plus de 30% pour Geely. Donc plus 45%. Il y a juste Shangan, je crois, et SAIC qui sont en repli. Mais sinon, effectivement, les marques chinoises... Et principalement parce qu'ils se mettent à de l'électrique et pas que, on peut regarder surtout du PHEV, du plug-in hybride, qui là a pris le relais un peu de l'électrique. Parce que si on regarde les parts de marché, l'évolution de l'électrique, donc sur les 8 mois 2023, on était à 23% de parts de marché.
En 2024, on est à 24,2% de part de marché de l'électrique. Donc, c'est très stable, ça a même progressé. Donc, l'électrique est en hausse de 8%. Mais ce qui surtout a augmenté, c'est le plug-in hybride, donc qui est passé de 1,5 million à 2,8 millions, donc plus 80%. Pour le plug-in hybride qui est passé à plus 17%. On se retrouve du coup avec des véhicules électrifiés, des véhicules rechargeables qui est à plus de 40% en Chine. Donc voilà, donc il n'y a pas que l'électrique, il y a aussi surtout le plug-in hybride qui fonctionne très bien sur et ça, c'est les Chinois. Et donc, vous avez à côté, sur le graphique de droite, les variations des 8 mois 2024 par rapport aux 8 mois 2019. Donc, on voit effectivement que le marché est en hausse. Ce sont les marques chinoises, effectivement, qui sont boostées. Regarde BYD. Donc, le premier, c'est BYD. J'ai pas assez de place. Mon graphique aurait été trop grand pour donc, qui part de Tesla et pas là, c'est pareil. Il serait. Ouais. Et en 2019, Et donc, Volkswagen, depuis 2019, à moins 30%, GM, moins 55%. Donc, hormis peut-être les Allemands, Daimler et BMW, qui sont quand même en hausse par rapport à 2019, ils sont en repli par rapport à l'année dernière, mais sur 4 ans, ils ont quand même arrivé à avoir quelques hausses. Je n'ai pas mis, bien sûr, Stellantis, je crois qu'ils ont immatriculé sur les 8 mois 2024 45 000 véhicules. C'est pas énorme. Et donc voilà, donc le marché chinois est vraiment dominé de plus en plus par les marques chinoises. C'est un peu bien résumé, de plus en plus. Et le plugin, contrairement à chez nous, c'est un valeur. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, BYD, quand on regarde, je vais vous mettre après un graphique, on verra que alors qu'en Europe, BYD représente 97%, c'est de l'électrique. En Chine, principalement, c'est du perchine. Alors, je vous propose de regarder le marché indien. Donc, le marché indien dominé par les marques indiennes. Donc, Maruti Suzuki, 41%. Tata, elle représente 13%, mais on a quand même Hyundai qui est toujours bien présent, qui est à la deuxième place sur le marché indien. Toyota se porte très bien également sur le marché indien, plus 41%, elle représente 7% de part de marché. Et si on regarde par rapport à 2019, effectivement, les Indiens ont augmenté, ainsi que Toyota. Et du coup, c'est un marché qui est dominé par les Indiens. Et les Japonais, du coup. Donc sur le marché japonais, Toyota fait moins 25 sur son marché national, alors que vous verrez effectivement dans les autres pays où il se porte très très bien. Moins 25 et par rapport à 2019, il est à moins 30%. Donc, alors que les autres marques, Suzuki, c'est un peu mieux, plus 14%, Honda, plus 22%. Et sinon, effectivement, les marques souffrent beaucoup, mais c'est principalement effectivement Toyota qui fait que le marché a perdu pas mal d'unités de VL. On a les Allemands aussi qui sont un petit peu sur le marché japonais. Donc, Volkswagen, 2% de part de marché, Daimler, 1%, BMW, 1%. Mais sinon, effectivement, c'est des marques japonaises. Oui. Ah, qui n'était pas bon. Du coup, c'est ça qui ferait que Toyota est en Australie. D'accord, ok. Ah, merci Pierre. Un problème de véhicule, quoi. Okay. Vous pensez qu'à terme, les Chinois seront aussi nationalistes que les Japonais, avec seulement 6% pour les étrangers? Ah, c'est pas. Regarde, en Corée, c'est un peu la même chose. Hein. Ouais, le marché du étranger en Corée, c'est propre. C'est pour ça que c'est une caractéristique asiatique. C'est pour ça que les grands groupes sont déjà des alliances avec ces grands groupes chinois. Hein. Donc, s'il y avait un petit affaire avant, c'est ça.
Le marché américain, donc sur les 8 mois 2024, donc il est en hausse donc, de 2,2%. On a dépassé les 10 millions de véhicules légers. Donc la spécificité de ce marché, donc General Motors est toujours en tête avec 16% de part de marché, il est à peu près stable. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que donc, Toyota est passé devant Ford, qui était deuxième. Donc Toyota arrive en deuxième position en hausse de 9,9%, même si Ford est en hausse. On a Stellantis, qui normalement était quatrième, se retrouve en sixième position, qui a été dépassé par Honda. Donc Chrysler est à moins 16,8%. Oui, quand je dis Stellantis, je vais dire Chrysler. C'est vraiment une marque américaine. Donc, à l'inverse des pays asiatiques, on voit qu'en Amérique, les marques américaines sont plutôt perdent de la place par rapport aux marques japonaises. Toyota arrivé en deuxième position et Hyundai aussi, donc pique des places et arrivé en quatrième position. C'est surtout Chrysler qui est et Tesla est à moins 11, mais Tesla, je pense, sur l'ensemble des régions, souffre sur les 8 mois 2024. Donc voilà, donc, si on regarde par rapport à 2019, on voit effectivement que donc, Hyundai, plus 26%. Donc c'est la marque qui fonctionne bien. Et puis on a donc Toyota est qu'à moins 2,7%, donc c'est pas trop mal. Donc les marques japonaises se portent plutôt bien sur le marché américain. Du côté du Brésil, Stellantis se porte très très bien. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans, Stellantis représentait 20% de part de marché au Brésil. Donc, il profite bien. Par rapport à 2019, il est à plus 30% et il représente maintenant 30% de part de marché. Volkswagen, le deuxième, représente 16% de part de marché et à plus 15,3%. On a General Motors qui est en repli sur le marché brésilien. Et sinon, Hyundai, effectivement, qui par rapport à 2019 est en hausse de plus 6,4% et par rapport à l'année dernière, plus 24%. Toyota, plus 5,7%. Enfin, les Japonais vont plutôt bien sur le marché brésilien. Ford arrive à faire une percée sur le marché brésilien. Il a du mal en Europe, mais sur le marché brésilien, il augmente sa part de marché. Au niveau de l'Europe, donc sur les 8 mois 2024, donc 8 mois, c'est surtout les 2 derniers mois qui ont été un peu plus compliqués. Sur le tableau en bas à droite, vous avez les variations. Donc aux 6 mois, on était à 4,4% par rapport aux 6 mois 2023. En juillet, plus 0,4%. Et là, le mois d'août, où l'ensemble des pays se sont un peu dégringolé, on est à moins 16,5% de vente de véhicules particuliers au mois d'août par rapport à août 2023. Sur les 8 mois, on est quand même à plus 1,7%. Donc l'Allemagne reste bien évidemment le leader sur le marché européen avec près de 2 millions de véhicules immatriculés, mais du coup est en repli quand même de 0,3% sur l'ensemble depuis le début de l'année. La France également, moins 0,5%. Le Royaume-Uni, lui qui a eu très peu de baisse au mois d'août, arrive encore à faire 5,1% de progression par rapport à 2023. Et donc, sur l'ensemble des pays, on a une baisse d'environ 20% par rapport à 2019. Si on regarde dans le détail au niveau des ventes par constructeur, donc Volkswagen, donc sur un marché en hausse de plus 1,7%, donc Volkswagen est à peu près en hausse comme pour le marché, avec 27% de part de marché, toujours leader sur le marché européen. Par rapport à 2019, il était en repli que de moins 6,6%. Donc, un marché qui a moins 20 par rapport à 2019, donc c'est pas trop mal pour Volkswagen qui se débrouille bien. Stellantis, moins 3,3% par rapport à 2023. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas non plus une chute trop importante. Mais si on regarde par rapport à
à 2019, on est à près de moins 40%. Donc, une chute assez importante. Renault reste encore sur la troisième marche avec une hausse de 1,8% par rapport à 2023. Mais Hyundai, qui est un peu en repli depuis le début de l'année, on verra sur quel marché, de 3,2%, est quand même l'un des seuls avec Toyota à être en hausse par rapport à 2019. Donc Hyundai est en hausse de plus 17,6% par rapport à 2019. Et donc Toyota, comme on peut voir, est en hausse de plus 45% et représente maintenant 8% de part de marché sur le marché européen. Du côté des autres Allemands, on a BMW qui s'en sort pas trop mal, Daimler un peu moins bien, et surtout Tesla, donc moins 15,8%. Et on verra qu'il est en chute, je crois, sur l'ensemble des pays. Je crois qu'il y a un pays où il progresse, ça c'est le Royaume-Uni. Et SAIC, c'est MG, donc qui représente maintenant 2% de part de marché, donc 16,4% par rapport à 2023. Je vous propose de regarder plus en détail sur les principaux marchés européens. Donc, en Allemagne, donc sur un marché qui est en baisse, plus 4,4% sur Volkswagen, qui représente 41% de part de marché en Allemagne. Il est loin d'être détrôné. Les Allemands en Allemagne, c'est un peu comme les Asiatiques en Asie. Ça se passe bien. On a quand même Stellantis, on peut remarquer qu'il est à plus 10,8% sur le marché allemand. Parce qu'en général, Stellantis ne va pas fort, mais encore moins sur le marché allemand. Là, plus 10,8% depuis le début de l'année. On peut souligner. Et donc voilà, donc c'est les deux premiers qui sont en progression. Par contre, Daimler, BMW sont pas mal en repli. Hyundai aussi. On a Toyota qui se porte pas trop mal, mais qui ne représente pas tant que ça en part de marché sur le marché allemand, 3% de part de marché seulement. Et Tesla, moins 44% en Allemagne depuis le début de l'année. Tesla, moins 31,8% en France. Et on voit donc sur le marché français, donc Stellantis et Renault sont en repli de respectivement moins 3 et chacun à peu près. Volkswagen, par contre, lui progresse, plus 6,9%, 14% de part de marché sur le marché français. Et Toyota, très très bonne performance sur le marché français, donc plus 24,4%. Hyundai en général avait fait quand même une bonne progression les années précédentes, déjà en 2023 et 2022. Donc là, il se tasse un peu à moins 6,8%. Et les Allemands, eux, progressent également. Au Royaume-Uni, il y avait quelque chose que je voulais dire au Royaume-Uni, je ne me souviens plus. Donc la Volkswagen, plus 2,7%. Hyundai est arrivé en deuxième position avec 11% de part de marché et plus 1,9%. Stellantis est un peu en repli, mais par rapport, comme sur un marché qui est à plus 5,1%, c'est vrai que c'est pas. On a vu mieux. BMW plus 17, représente quand même 9% de part de marché maintenant, ce qui est pas mal. À noter que Renault se porte bien sur le marché anglais, plus 36%. Et SAIC, c'est l'une des parts de marché les plus élevées sur les marchés européens, qui est donc MG, représente 4% des ventes des immatriculations en Angleterre. Je vous ai mis aussi l'Italie, donc il y a un marché qui progresse de 3,9% depuis le début de l'année, mais Stellantis, qui se portait en général assez bien, est en repli de 2%, alors que Volkswagen lui progresse. Renault poursuit sa croissance depuis le début de l'année et Toyota plus 35%. Toyota fait quand même de très très bonnes performances sur certains pays, un peu moins sur d'autres, mais Toyota et Hyundai, effectivement, on comprend leur progression. En Europe,
énormément. Ouais. Mais non, mais ils ont une gamme qui existe, qui n'est pas. C'est étonnant. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils privilégient le marché américain, mais même maintenant sur le marché américain, ils sont en repli. Donc, C'est que la partie VU. qui fonctionne. Ouais. Et là, c'est que sur le marché des VP. Donc, effectivement, si on regarde peut-être sur les VUL, c'est Il y a beaucoup de questions sur le site d'Avalanche en Espagne. On a vu, il ne va pas qualifier aussi. On a vu, ils vont garder le plan. Il faudra que faire. Et en Espagne, ils fabriquent la Cuba, c'est la Cuba. Ils n'ont pas de plan de retourner de passer à l'électrique. Donc là, je vous ai mis l'Espagne et le Benelux. On vous a rajouté le Benelux parce que c'est une zone maintenant qui représente 575 000 véhicules immatriculés. Donc, on trouvait que c'était assez intéressant de savoir un peu qu'est-ce qui a été vendu comme véhicule là-bas. Donc, d'abord, pour l'Espagne, Volkswagen est toujours leader, suivi de Stellantis. Stellantis ne débrouille pas trop mal sur le marché espagnol qui est en repli, donc bonne performance de Stellantis. Volkswagen, un peu stable. Hyundai, c'est pas trop mal. Renault, par contre, est en repli effectivement de moins 6,5%. Et Toyota, qui est assez bon sur les autres pays européens, moins 14%. Donc, pas une bonne performance. Et donc, le Benelux, quelles voitures sont vendues au Benelux? Donc, c'est Volkswagen qui est leader sur le marché, avec 21% de part de marché. Donc, sur un marché qui est en repli de moins 8,6%, donc moins 15% pour Volkswagen. Stellantis s'effondre, moins 36% par rapport à 2023. BMW aussi, donc ce qui fonctionne, qui prend un peu la place. Tesla qui était en repli sur l'ensemble des régions mondiales, donc elles sont bien vendues au Benelux, plus 27,57%, elles représentent maintenant 5% de part de marché. Et, Dans les groupes Thierry, c'est Volvo. oui, c'est Volvo. Volvo, c'est principalement Volvo. Il n'y a que Volvo, je pense. On pourrait l'appeler Volvo. Il n'y a pas que Volvo. Non, il y a 3 Ouais, mais il y a Oui, il y a des mais ça c'est pas. pas. Oui, Ouais. Je pense que vous avez pas du marché, c'est Volvo. Parce qu'il va rien vous parle. Parce que c'est Geely. Les autres, tu mets Volvo, justement. Ah, les autres, et pas là. Donc, Non, regarde en Espagne, j'ai mis Geely aussi. Oui, mais non, ça avait dit Volvo, donc ça se trouve, c'est plus de chimie qui est vendu Volvo, non, c'est la question. Non, Exact, c'est une Volvo. question. Surtout au Benelux, je pense que c'est Volvo. C'est Volvo. Oui, Parce que c'est Volvo. Tu mets en arrière, Volvo à chaque fois. Ouais, C'est pour ça que je suis Volvo. je vais mettre Geely Volvo. Oui, c'est bien. Tiens. Parce que non, c'est bien que Chili va à un moment donné vendre de plus en plus aussi. Oui, Peut-être. Ah, Ah, ça m'intéresse. Ouais. Parce que si Gili, pour moi, c'est pas Volvo. exact. C'est confus. Là, pour le coup, c'est vraiment Volvo. Là, c'est vraiment Mm. comme les métiers Ouais. d'avant. Et on vous a rajouté aussi le marché polonais, qui représente 357 000 véhicules vendus. Et de croissance constante. Donc plus 7,8%. Et donc, c'est Volkswagen et Toyota qui fonctionnent bien sur presque à eux deux, ils représentent presque une voiture sur deux. Ouais. Donc, plus 26% de part de marché pour Volkswagen et 21% pour Toyota. La troisième place, c'est pour le groupe Hyundai Kia, qui représente 12% de part de marché et qui est assez stable. Et après, nous avons Renault et Stellantis. C'est un bon marché de Pologne. Oui, et toujours en croissance. Exact. C'est les mêmes, ils ont la même taille en habitant que l'Espagne et ils sont à la moitié. Ouais. Et ils ont le même nombre d'habitants que l'Espagne. Ils ont le même nombre d'habitants. Donc, ils ont un beau potentiel de. Oui, donc là, ça. Oui, il n'y a pas le même pouvoir d'achat, mais Il y en a plus que les. ça va venir. Il y a eu beaucoup d'inflation, mais les salaires ont suivi aussi. Ouais, Exact. ouais. Donc, en fait, la conclusion, c'est que Hyundai est en croissance dans tous les pays. C'est quasiment ça. Hyundai, très bien. Ouais. Comme Toyota, les deux, Hyundai et Toyota, se portent vraiment très bien. Et pour revenir à Geely, pour revenir à ce split Volvo Geely, c'est que bientôt, comme ils ont l'alliance avec Renault, on ne sait pas ce qu'ils vont vendre
en Renault qui viendra de leur propre design. À un moment donné, il y aura Jeep Volvo, Jeep Renault, Jeep tout court. C'est ça? Ouais, bientôt, j'ai. Je vous propose de faire un point rapide sur le véhicule électrifié. Donc, moi, j'appelle véhicule électrifié parce que tout le monde n'a pas forcément la même notion. C'est le BEV plus PHEV, donc les véhicules rechargeables. BEV 100% électrique et PHEV plug-in hybride. Donc, vous avez à gauche le classement des marques. Donc, c'est BYD au niveau des véhicules électrifiés qui dominent. Et à droite, vous avez les ventes par modèle. Donc, c'est quand même la Tesla qui est la principale véhicule vendu, donc avec plus de 624 000 véhicules immatriculés. C'est jusqu'au 7 mois seulement, c'est janvier à juillet. Les 8 mois n'étaient pas sortis. Donc, sur au niveau monde, on a un peu plus de 9 millions de véhicules qui ont été matriculés. Après, il n'y a pas forcément tous les pays qui sont comptabilisés dans les 9 millions, mais dans les autres régions, ils n'achètent pas de véhicules électriques. Donc c'est très minime. Donc, ensuite, on a Tesla est la deuxième position. C'est BMW en troisième position sur les véhicules électrifiés avec 311 000. Ensuite, c'est Li Auto. Donc, on a quand même pas mal de Chinois qui vont se retrouver ici. Volkswagen se retrouve seulement en sixième position. Et on a fait notable, c'est-à-dire qu'on avait d'habitude en 20e, 19e position, 20e position, Stellantis qui est sorti du classement des 20 avec les Chinois qui sont arrivés. Et du côté des modèles électrifiés, donc, on a beaucoup de BYD. Parce que, effectivement, les PHEV, ça fonctionne beaucoup sur BYD. Et sur le tableau au milieu, on peut voir les parts de marché des véhicules électrifiés donc, dans certains pays. Donc, effectivement, on voit en Chine, BEV plus PHEV, ça représente entre 45%. Au Japon, 3,5% seulement. Corée du Sud, 9,5%. USA, 9,4%, donc bien en dessous de l'Europe qui est à 22,3% pour les véhicules électrifiés. Et donc, on obtient, donc c'est vraiment, je pense qu'il y a un problème avec la part de marché. 56, c'est la part. Je comprends pas les bons chiffres. C'est mis en gras parce qu'à droite, le tableau, c'est en gras, c'est que les BEV. Ouais, c'est gras. Et les autres, c'est qu'il y a un peu du PHEV. C'est ça. Donc, ça se voit à l'euro, je peux dire. Ah oui. Oui, dans ce verre, oui. Après, ils sont en gras pour ça. Ouais, ça ressort bien. Et si vous voulez avoir un peu plus de détails. Excusez-moi, sur la précédente. Pourquoi est-ce que vous avez enlevé le HEV de cette analyse? Il y est toujours. Ah, l'hybride. Oui, non. Effectivement, on ne l'a pas mis l'hybride parce que là, on parle de véhicules électrifiés, rechargeables. Électrifié aussi, hein. On a aussi un nouveau système sur l'hybride. Je pense que ce serait intéressant d'avoir le HEV avec le PEV, avec le PHEV. Ben, je vais vous le mettre effectivement sur le marché européen, je vais en parler un petit peu. Mais là, on parle vraiment du véhicule à batterie qui peut être rechargeable. Comme le HEV. Et qui peut surtout rouler en 100% électrique. À mon avis, ce qui est intéressant là, c'est la partie électrification. Il y a un système EV sur le HEV comme sur les autres. Mais on aurait les données, faudrait. Une question, je ne comprends pas le total. Non, il n'est pas bon. Le 56, pardon, il n'est pas bon. Oui, 56, d'accord. Je le corrigerai, effectivement, c'est pas possible. Il va. Oui. Non, c'est pas ça. Déjà, les 22% en Europe sont pas énormes. Les deux réunis, hein, pas que c'est ça, avec PHEV et 100% électrique, là. Oui. Oui. Parce que les Allemands, ils ont PHEV. Oui, bien sûr. Je vais vous le mettre en détail après, on verra. Juste si on fait un petit point sur la répartition des groupes. Donc, à gauche, vous avez les ventes
les groupes électrifiés. Donc, c'est BYD qui représente 22,8%, Tesla 11,1%. Mais si on regarde le 100% électrique, donc c'est le graphique de droite, donc c'est Tesla qui arrive en tête, donc avec 17,6% des ventes 100% électriques vendues dans le monde, suivi par BYD, 15,9%. Ensuite, vous avez Geely Volvo, 7,5%, Volkswagen, 6,9%, SAIC, 6,8%. Et après, normalement, en 6e position, vous aviez BMW et en 7e, Hyundai. Mais on voit effectivement que c'est quand même Tesla, même s'il a perdu quelque part de marché, il a perdu 3,3 points par rapport à 2023, reste quand même en tête, mais risque de perdre effectivement sa place de numéro 1 en 100% électrique si BYD continue de se développer en 2025. Le marché européen, vous l'avez là. Donc, vous avez sur la carte de gauche la répartition par des ventes par pays et par motorisation. C'est un peu graphique à regarder. Sur le tableau du haut, vous avez les ventes de BEV et PHEV. Donc, on voit effectivement qu'en Allemagne, en BEV, on est à moins 32% depuis le retrait des aides à l'achat de véhicules électriques depuis décembre 2023. Donc, on voit que du coup, les ventes de 100% électriques se sont effondrées, moins 32%. Par contre, effectivement, ils ont progressé, plus 9,2% en PHEV en Allemagne pour compenser peut-être un peu les pertes de véhicules 100% électriques. Et sinon, donc du coup, ce qui fait en bleu, là, sur la carte, vous avez la part de marché des BEV. Donc, l'Allemagne est passée à 12,7%, alors qu'il était quand même au même niveau que la France, autour de 15-16% de part de marché. Donc, les parts de marché de 100% électriques ont quand même bien diminué. En France, on est resté à 16,7%. Donc, le Royaume-Uni, qui est en hausse de 10% sur les ventes de 100% électriques, se retrouve avec une part de marché de 17,2%. Donc, ce qui est un bon pourcentage. On a bien évidemment les pays nordiques, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, qui ont des parts de marché en 100% électriques qui sont assez élevées. Norvège, 86% de parts de marché. Et donc la Suède, qui est un marché en 100% électrique en baisse de moins 21%, arrive quand même à avoir 32% de parts de marché de véhicules électriques. Si on regarde du côté de l'Europe du Sud, donc on a l'Espagne, 4,7% seulement de véhicules électriques. Donc c'est très peu. L'Italie, 3,3%, avec un marché de 100% électrique en baisse de moins 12,3%. Il faut dire aussi que les bornes ne se développent pas beaucoup dans ces pays, donc ce qui permet pas forcément, facilite pas l'achat du véhicule 100% électrique. Et donc, du coup, on voit effectivement que les pays de l'Est ont des parts de marché en 100% électrique assez faibles et que ce sera compliqué, effectivement, d'arriver à la transition électrique en 2035. Ça décolle pas. Mais ils sont pas équipés en borne de recharge non plus. Hein. Donc, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Le Portugal, pas mal. Les marchés des 100% électriques est en hausse de plus 9,5%. Et donc, effectivement, il part de marché d'électrique 100% électrique à 17,5%. Donc, je vous ai mis à droite, vous avez l'évolution des ventes par motorisation. Et donc, effectivement, le seul qui s'en sort à peu près très bien, je dis le seul parce que les autres, c'est minime, c'est l'hybride. Qui est passé du coup en 2023, qui avait en 2023 25,7% de part de marché et qui arrive à 30,4% de part de marché en hybride, donc plus 20,3%, alors qu'effectivement les autres motorisations, même l'électrique est à moins 5,5%, le PHEV moins 1,7%. C'est vraiment l'hybride que, là, il faut dire que le marché allemand
se concentre aussi sur l'hybride. Donc, sinon, il faut bien que les Allemands achètent autre chose que du 100% électrique. Et donc, sur ce graphique, vous avez les parts de marché de BEV dans chaque marque en Europe, donc sur les 8 premiers mois de 2024. Donc, bien Tesla, 100%, parce que c'est que l'électrique. BYD, donc 97,6%, alors qu'on a vu qu'effectivement en Chine, c'est beaucoup de PHEV. Et en Europe, c'est principalement des véhicules électriques. On a ensuite MG et Volvo. Donc MG, avant, l'année dernière, c'était beaucoup plus. Enfin, là, on n'est plus qu'à 35,9%. C'est du fait des baisses d'aide qui peuvent être mises sur les véhicules électriques de chez MG, qui impactent du coup plus de véhicules à essence qui sont vendus chez MG. Volvo, 35%. Donc Volvo a quand même l'optique de passer en 100% électrique à partir de 2000. Non, avant ça, ah non. Ensuite, vous avez donc les parts de marché de l'électrique, c'est 14%, 100% électrique en Europe, c'est 14%. Et vous avez ceux qui sont un peu au-dessus, BMW, Mini, Jaguar et Mercedes, donc il y a des parts de marché entre 14 et 18%, donc qui développent leur gamme 100% électrique. On a ensuite entre 10 et 13 et 10 et 14% les marques qui ont du mal un peu à vendre du 100% électrique, Fiat, Audi, Honda, Peugeot, mais qui sont encore au-dessus de 10%. Les Coréens, en fait, qui ont beaucoup de PHEV, ont seulement 12% de 100% électrique. Et en dessous de 10%, vous avez quand même pas mal de marques qui ont du mal à développer vraiment leur gamme. Et pour qui c'est plus compliqué, et ce sera plus compliqué dans les années à venir. Non, Peugeot, il est là. Peugeot est à 12,4%, Renault 10,9%. Ils sont entre 10 et 14. Non. C'est des machines qui appliquent ça va être énorme. C'est ça. Je passe vite fait du coup sur le marché français, parce que Franck m'a dit une demi-heure, mais j'essaie d'avancer un peu plus rapidement. Donc, le marché français, on est à 1,125 000 unités vendues, donc moins 0,5% par rapport à 2023 et toujours moins 23,2% par rapport à 2019. Si on regarde le baromètre des commandes, il est plutôt bon, mais c'est un peu lié toujours au leasing social qu'on a eu en début d'année. En janvier, on était à plus 42%. On a eu du coup un mois d'août très compliqué sur le marché et du coup au niveau des commandes également. Est-ce que, Pierre-Louis, on peut espérer que la fin d'année soit meilleure? Les immeubles, quand tu avais les articles d'avant, tu voyais que sur la première partie de l'année, on était plutôt bien en train de consommer l'actif qu'on avait au mois d'avril. Tu pourras arriver au moins 0,5, vers plus 4. Ouais. Décembre. Et puis, quand tu prends les commandes, c'est la même chose. Aux commandes, on est quand même à plus 8,8% par rapport à l'année dernière. Oui, mais on va se comparer, que ce soit pour les immeubles et les commandes, par rapport à une fin d'année qui était quand même pas mal. D'accord. Donc là, ça risque d'avoir une fin d'année. Dynamisme n'était pas là pour le mois d'août, pour le mois de juillet, c'était bon. Il y avait 3 jours ouvrables de plus par même. Je vous propose de me donner votre avis sur le marché à la fin de l'année 2024. Marie, si tu peux envoyer le petit questionnaire. Est-ce que vous le voyez entre 1,7, 1,8, 1,9? Je vous envoie ça. Si vous pouvez répondre. Pierre-Louis, un avis sur la fin du marché 2024? 1,8 quand même, ça va être compliqué en dessous. Oui. Pas comment on peut faire.
Et que, Une fin d'année qui va être compliquée. avec la trajectoire qu'on a en ce moment, pas Mm. pas de- Est-ce qu'on peut espérer un 2025 un peu mieux? ça, C'est trop loin. voilà, on sait tout faire. C'est Ce genre de technique. une boule. Alors, Rapidement, on fait un petit zoom sur les ventes par canal de véhicules neufs. Donc, on peut remarquer qu'effectivement, les particuliers sont à moins 1% par rapport aux 8 mois 2023. Les entreprises, un peu moins bien, moins 5,2%. La bonne nouvelle pour le marché du véhicule d'occasion, c'est qu'au niveau des garages, constructeurs et tout ça, on est en hausse de plus 4,5%. Donc, ça, c'est les véhicules qu'on va retrouver sur le marché de l'occasion. Et effectivement, on va voir qu'il n'est pas trop mal. Les loueurs, plus 7,8%, mais ils étaient déjà en repli de moins 28%. Donc, bon, un marché un peu avec beaucoup de disparités par canal. Et donc, les marchés de particuliers représentent toujours quand même 45,4%. On se maintient. C'est surtout les entreprises et l'administration qui ont baissé de 2 points par rapport aux 8 mois 2023. Je vous ai mis les ventes par canal par marque. Je vous laisserai le regarder plus en détail. À noter que Dacia, c'est toujours un des principaux sur le marché des particuliers avec 78% de part de marché sur le marché particulier. Et la chose à noter, c'est que Tesla avait beaucoup plus à monter sur le particulier et les entreprises prennent des parts de marché sur Tesla. Voilà ce que les particuliers n'achètent plus forcément peut-être qu'ils se sont rabattus un peu sur MG ou BYD. À quel moment ça va arriver la pénalité de taxes sur les Chinois qui a décrété la communauté européenne? normalement, C'est l'année prochaine. ça va être votre. Enfin, c'est-à-dire que ils vont annoncer ça en juillet, mais ça peut prendre un peu, il va dire à partir du- et ce sera voté, ça doit être ces jours-ci. Voilà, il va y avoir un vote, parce que si le vote est contre, donc ça sera mort, je t'ai été dit, et si le vote est pour, alors là, ils ont ajusté, il y avait des taux qui avaient été donnés, donc ils ont réajusté pour ces derniers jours, avec notamment tout Tesla, ça va être beaucoup moins que ce qui était avancé. Tesla, ils sont à 11,10% de droit de douane normal, et Tesla, ils vont ajouter environ 10%, alors qu'avant, c'était. Par contre, pour les Chinois qui ont des rapports opérés, comme ça, ils sont en train Il n'y a pas encore de certitude. bah non, Ouais. bah non, parce que en Europe, ils sont Les conséquences. Oui, mais on ne doit pas oublier qu'on a un parlement très, on va dire, beaucoup de partis souverainistes qui préservent, qui essayent de centraliser beaucoup plus sur l'Europe. Je ne vois pas. Il n'y a pas une majorité de libérales, on va dire, qui serait beaucoup plus ouvert à laisser le marché ouvert. C'est les pays qui C'est le pays, les pays, ce sont les pays. Bon, c'est le Parlement, non? je crois que ce sont les pays qui votent. Finalement, Oui, les Allemands sont contre, mais il y a des Espagnols qui étaient un peu. Là, t'as un peu, parce que c'est les partis d'accord. On peut faire un point la prochaine fois. Pour avoir plus de détails. Ouais, ce sera voté peut-être. Ouais. Rapidement, le marché de l'occasion. Franck, il regarde sa montre. 3,6 millions de véhicules immatriculés depuis le début de l'année, donc plus 3,8%. Donc effectivement, un marché de l'occasion qui se porte bien par rapport au mois qu'on avait eu en 2023 où c'était assez compliqué. Donc là, le marché revient. On a vu que du coup, du côté des véhicules neufs, on passait pas mal d'immatriculations. Donc, on devrait avoir des véhicules récents qui devraient arriver sur le marché de l'occasion. Et d'ailleurs, si on regarde donc la répartition par âge, donc les moins de 1 an, plus 9%, les de 1 à 2 ans, plus 20%. Donc, c'est quand même des catégories qui nous avaient habitués à un repli assez important. D'ailleurs, si on regarde sur le camembert de droite, on voit que les moins de 1 an sont à moins 50% par rapport à 2019 et les 1 à 2 ans, moins 34%. Donc, effectivement, là, une reprise un peu du marché récent qui est une bonne nouvelle pour le marché de l'occasion. On a quand même toujours
les 15 ans et plus qui sont à plus 3,9 par rapport à l'année dernière et par rapport à 2019, plus 34,2%. Donc, c'est un marché encore. Ouais, il y a toujours de tout. Je vous ai mis l'évolution des prix. Mauvaise nouvelle, les véhicules neufs repartent à la hausse. Les véhicules d'occasion, donc il y a un peu plus de véhicules. C'est une bonne nouvelle, ça repart à la hausse. L'occasion, lui, en baisse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Véhicules neufs en hausse, c'est moins bien. Les véhicules électriques, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais si on regarde effectivement sur les parts de marché du VP rechargeable en France, donc on est à 24,6% avec les 100% électriques et les PHEV. Au niveau des VUL, on n'est qu'à seulement 7%. Donc, il n'y a pas beaucoup de VUL qui se développent en rechargeable. Sachant que l'hybride rechargeable est en baisse de moins 11%. Et donc, c'est l'hybride non rechargeable, pareil comme pour l'ensemble des autres pays européens, plus 35%, effectivement. Et au diesel, il ne reste plus que 8% de part de marché pour les véhicules diesel. Je vous ai mis les bornes de recharge, mais vous regarderez, donc ils sont en hausse de 24%. Donc 146 000, c'est pas non plus foufou, hein. Et puis, ce petit tableau-là, je l'aime bien. Alors, je vais essayer de vous le faire rapide en 2 minutes. Donc, sur les véhicules 100% électriques, donc c'est toujours Peugeot qui est en tête, donc avec plus de 31 000 véhicules immatriculés, donc en hausse de 58%, et qui représente, donc sur les colonnes de gauche, vous avez les véhicules électriques. La VP, c'est l'ensemble des ventes par marque. Et donc, vous avez à droite la part de marché de véhicules électriques sur les ventes de la marque. Donc, Peugeot, du coup, en 2023, était à 12% de part de marché, est passé à 20% de part de marché en 2024. Donc, à souligner. Renault a progressé aussi au niveau de ses ventes 100% électriques, donc plus 44% est passé à 16% de part de marché. Tesla, moins 32%, on l'a dit tout à l'heure. À noter, effectivement, BMW qui développe sa gamme 100% électrique et qui est passé de 10% de part de marché l'année dernière à 26% de part de marché. À l'inverse, MG, on l'a vu avec le retrait des aides pour les véhicules importés de Chine. Donc, du coup, la part de marché a baissé un peu pour MG, passé de 84 à 74%. Volkswagen, seulement 10-11%, progresse très peu en 100% électrique. Opel suit le développement du groupe Stellantis, donc 14% l'année dernière, 26% cette année. C'est pas mal. Et Volvo qui est bientôt à près d'une voiture sur deux qui a été immatriculée en 100% électrique. Je vous laisserai regarder ça plus en détail. Là, c'est les principaux modèles. J'ai fini, Franck. Je te laisse un peu moins de 30 minutes. Je dépasse. Oui, je le dis. Ça marche pas là. Faut que tu fasses la création. Ouais. Bien, bah écoutez, moi je vais vous faire une petite analyse complémentaire qu'on mettra un jour, et moi, parce que je trouve qu'elle est, vous allez vous dire, si vous trouvez ça pas intéressant, bah, je ne la mettrai pas à jour. Et je pense que c'est un point qui est jamais abordé et qu'il faut absolument aborder. Alors, juste un point de détail, je vous ai mis le tour en anglais, puisque vous nous aviez demandé, d'ailleurs, Clotilde aussi, la prochaine fois, on fera des slides en anglais, puisque il y en a d'entre vous qui les utilisent et les partagent. On le fera, on va tout. Voilà. Alors, l'élément sur lequel je vais vous sensibiliser, ça concerne le marché français et on va faire une analyse par modèle qui est tirée des statistiques du CCFA, puisque tous les mois, le CCFA nous fait la liste des 100 premiers modèles vendus en France. Et ce qui nous permet, quand je regarde un petit peu donc, les 100 premiers modèles sur les 350 qui sont vendus, nous, alors on a été prendre le prix. Alors on a affecté un prix à chacun des modèles. Pour être très clair avec ça, c'est plutôt le modèle, comme je vous l'avais dit, qui est plutôt moyen haut de gamme, qui correspond à finalement celui qui est vendu dans le mix du marché.
puisque vous avez vu que les entreprises, elles ont plutôt des voitures qui sont très, très, très équipées ou avec parfois des finitions spécifiques pour les entreprises, mais qui sont plutôt, si ce n'est pas le dernier niveau, c'est l'avant-dernier. Et les particuliers, on assiste à, il y a un peu des deux, mais il y a une montée en gamme quand même, du fait d'ailleurs de l'âge du client et de la spécificité de la voiture. Ce qui fait que ça fait un marché qu'on évalue, TTC, à 37,2 milliards fin août en France, voiture neuve. C'est à peu près 1 170 000 véhicules particuliers. Quand on pondère les ventes, moi j'estime le marché moyen à un prix de 33 000 euros par voiture en France sur les 8 premiers mois de l'année. Ces éléments, ils sont tirés donc de ces statistiques. Ils sont, de manière plus précise, le top 100 des ventes en France. Alors, je crois que je vous l'ai marqué dans la slide, mais si on fera, je le rajoute. Le top 100, ça fait 86% du marché. Donc, vous voyez, celle qui est en tête, c'est évidemment la 208, avec 5,4% de part du marché. Et la 100e, c'est la BMW série 3. On est donc, comme je vous le disais, à 86-87% du marché français, ce qui est donc quand même très significatif. L'idée, c'est de se dire, finalement, le découpage du marché français, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai donné une explication que je vous donne après. Là, je vais la commenter rapidement. Si vous voulez des chiffres en plus, je vous les donnerai. Voilà les deux courbes cumulées du marché en valeur, donc les fameux 37 milliards, et du marché en volume sur une distribution qui part du prix des voitures. Alors, à gauche, vous avez les pourcentages. Donc, évidemment, quand on a l'intégralité du marché, les deux courbes se rejoignent, on est à 100% du marché. Ce qui est intéressant de voir, par exemple, si je prends la barre des 50%, c'est que pour ce qui est du marché en volume, les 50%, ils sont atteints avec globalement un prix qui est de 31 000. Alors, je l'ai mis après. Si je vais après, je peux revenir? Comment je fais? Tu descends avec ton souris. Là, je descends et je remonte. Vous voyez, si je prends par exemple, je vais revenir sur le graphique, je vois que pour ce qui est des volumes, on a 50,7% du marché qui est constitué de voitures qui valent moins de 31 280 euros, tel qu'on l'a estimé. Ça veut donc dire qu'on a 49,3% du marché qui est au-dessus des 31 280. Et évidemment, si vous prenez la courbe qui est là, vous voyez que 80%, alors il suffit de tirer un trait, hein, je pourrais vous donner si vous voulez un tableau Excel, vous voyez que 80% du marché, il est constitué de voitures qui valent moins de 41 800 euros. Ici, là. Vous voyez, les 80%, si je les tire, ils arrivent ici. Le vert, je suis en volume. Vous voyez que si je descends, je suis à peu près ici, à 80 000 et quelque chose. En revanche, si je prends le marché en valeur, je n'ai pas du tout la même chose. Puisque là, pour avoir 50% du marché en valeur, c'est-à-dire 17, je dis combien? 37 milliards divisé par 2, j'ai dû le mettre là, ça fait 18,6 milliards. Pour avoir mes 18,6 milliards du marché, je tombe ici. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis avec des véhicules, le prix est un peu plus élevé, forcément, qui sont à moins de 34 800 euros. Donc, le marché est expliqué comme ça. Alors, vous pouvez vous amuser. Si vous voulez 70% du marché, vous voyez, je suis là. Si je descends, alors les prix sont... L'échelle est un peu bizarre, mais en fait, ça correspond au prix moyen qu'on a estimé par voiture. Donc, on n'a pas une... Donc, je ne peux pas vous mettre 27 000, 25 500. Je vais laisser les prix tels qu'ils étaient. Mais on peut, si vous voulez, des prix à l'unité près, l'estimer assez facilement. Vous voyez, je suis ici, je suis dans les 42 000 euros pour ce qui est de 70% du marché. Donc, on voit effectivement, c'est la fonction cumulée qui montre quand même qu'il y a un marché assez, qui a changé de physionomie et qui, du fait de l'orientation qu'on a vue, notamment la hausse des prix, etc., montre qu'aujourd'hui, on a des montants assez élevés, hein, à la fois pour ce qui est des volumes, hein, qu'est-ce qui fait le volume et qu'est-ce qui fait la valeur. Alors, si on prend ce même découpage, moi, je trouve très intéressant d'avoir en tête ce qu'est le marché français. C'est-à-dire que le marché français, c'est pour un quart des véhicules qui font moins de 25 000 euros, PP. Pour un quart qui font entre 25 et 35 000, exactement. Un quart qui font entre 35 et 44 500. Et un quart qui est au-dessus de 47 500. Tu vois? Et je me souviens que tu avais fait ça il y a quelques années. Ouais. La partie haute n'était pas à 25. Non. C'était largement. Ouais. Eh oui.
Alors, quand on regarde ça, on se dit, mais qu'est-ce qui explique cette variation incroyable? Parce qu'on a l'impression qu'on est en Allemagne. Oui. La France, c'est subitement enrichi. Il y a eu un effet qui n'est pas perçu par les statistiques de l'INSEE. Alors là, je vous ai mis, bien sûr, c'est TTC, hein, d'accord? Eh bien, ce qui explique cette variation, et qui d'ailleurs fausse complètement, alors là, je vous l'ai mis en anglais, mais je vais vous le dire en français, c'est le point de vue, ça c'est vraiment pour les gens qui n'assistent pas à la réunion, donc je leur ai mis quand même quelques explications. L'idée, si vous voulez, c'est de dire, mais aujourd'hui, quand on analyse et qu'on répartit le marché comme ça, en chiffre d'affaires et en prix moyen par véhicule, ça n'a plus tellement de sens. Pourquoi? Parce qu'on a 61% des voitures qui sont achetées en leasing chez les particuliers et 80% qui sont achetées par les entreprises qui font 27% du marché, les particuliers qui ont 45%. Et donc, avec Lucas, je lui ai dit, bah, écoute, on va regarder ce qui se passe. C'est maintenant, on va analyser le marché par montant de loyer mensuel. Ça, c'est intéressant. Parce que finalement, le marché, c'est comme ça qu'il faut l'analyser pour plus des 2 tiers. Sachant que le tiers qui reste, donc de l'achat qui n'est pas fait avec une location, c'est-à-dire ni une LOA, ni une LLD, qui est donc fait au comptant, peut être fait, et d'ailleurs il l'est dans 50-60% des cas, par des crédits à la conso. Ce qui revient un peu au même, parce que le crédit à la conso, sur une période qui est un peu plus longue que la LOA, souvent, ou à peu près pareil, mais vous passez par votre banque ou vous passez par un organisme comme le CTLM. Donc finalement, le raisonnement qu'on va venir là, il vient pour tout le marché, parce que le marché au comptant, sans passer par aucun point de relais financier, c'est peut-être 10-12%, 15% du marché. Donc, l'analyse que je vais faire, elle est valable aussi pour les véhicules qui ne sont pas concernés par ce que je vais dire, parce que le loyer que vous allez payer, au lieu de le payer au captif, vous allez le payer à votre banque ou vous allez le payer au CTLM, mais à des montants qui sont très proches. L'idée, c'est de dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé, cette fois-ci, le prix de 160 modèles. Donc, on sort de tes stats de vente et on regarde donc évidemment le prix et on regarde le loyer qui est associé. Et on a calculé un loyer total, mensuel, en prenant le loyer qui vous est proposé dans la proposition commerciale et en réinjectant le premier loyer. Je prends un exemple ici, l'exemple d'une classe A. On vous donne l'exemple. La classe A, on a choisi le modèle toujours. Alors, c'est le modèle, ça, il faut que vous l'ayez à l'esprit. Quel est le modèle qu'on a pris pour calculer? On a pris pareil le modèle qui est plutôt moyen haut de gamme en termes de finition. Mais là, il y a une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a pris le modèle qui est mis en avant par le constructeur. C'est-à-dire que très clairement, quand vous avez un LOA ou une LLD, vous êtes pris par la main par le constructeur et globalement, il vous amène vers une typologie de voiture. Et si vous en sortez, vous vous rendez vite compte que le modèle qui coûte moins cher, avec moins d'options, machin, coup fin, finalement, à la fin, en LLD, vous allez avoir un écart de prix qui est quasiment nul. Donc, le constructeur, il vous fait un package commercial qui est ce qu'il est, mais qui, globalement, il vous amène vers quelque chose. C'est le modèle LLD qu'il veut vendre lui, pour les raisons qu'on va voir après. Et quand je prends l'exemple de la classe A, de la classe C, pardon, la classe C qu'on a pris, alors on a fait ça pour les 160 ans, elle vaut 63 550 €. Ça, c'est Bien une classe C, pas une classe A. Classe C. Senior. Non, c'est une classe C. C'est une 60. C'est une C, je vais le modifier. Ça va. Non, c'est une classe C. C'est une classe C. Là, c'est logique. Je vous le modifie. C'est bien la C. Elle vaut 63 550 €. Vous avez un constructeur qui. Mais tu as des classes A à ce prix-là, hein, en parenthèse. C'est une Brabus. Ouais, en parenthèse, ouais, ça arrive vite. Hein. Vous avez une classe C qui a 63 550 €. Le constructeur, il vous dit, camarade, tu peux l'avoir avec une mensualité de 36 mois à 865 € par mois. Mais, il ajoute, malin, qu'il va falloir payer 10 132 € la première mensualité. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On intègre les 36 mensualités à 865, on réintègre celle à 10 000 et on vous fait une mensualité moyenne sur 37 mois qui est en fait de 1 115 €. Hein, on va partir comme ça. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que sur cette voiture, sur 37 mois, quand vous mettez le coût total, vous allez payer 41 272 €. C'est-à-dire que vous allez régler quasiment 65% de la valeur de la voiture sur 3 années. Ce qui est beaucoup. Avec en plus un plafond à 10 000 km par an. C'est variable. Ah non, c'est une LLD ou une LOA. Le montant est le même. Ah bah non, c'est pas drôle. Alors, on a pris la mensualité. Il faut que vous sachiez que les mensualités, elles vont de 36 à 49 mois, 48, 49.
faut le vérifier, ça, Lucas, c'est 49. Mais ça, je ne le prends pas en considération, parce que peu importe, j'ai envie de dire, vous louez votre voiture, le constructeur, il vous embarque, alors si c'est 4 ans, c'est 40 000 km, etc., vous partez là-dessus. Et ce qui compte finalement, c'est in fine, le coût total de de ce que vous allez payer. La moyenne, en gros, on est à 37 mois quand même. Vous allez voir après. Et l'idée, c'est de dire, si on analyse le marché comme ça en prenant ces éléments, qu'est-ce qu'on a? Et voilà la répartition du marché français, non plus par catégorie de prix, mais par catégorie de loyer. Et là, vous avez 26% du marché du véhicule neuf, dont la LOA est à moins de 300 € par mois. Ah il y a tout. Ah non, moi j'ai pris le leasing des voitures tel qu'il est sur le. Non, je pense pas qu'il y soit parce que non. Ouais, mais ça, je prends pas en compte. Non, mais j'en fais pas de ça. C'est nul, ça, c'est un truc qui me fait. C'est pas garanti. Non, il n'y a rien de garanti. Non, ça, c'est rien qu'à dire le mot, ça me sort de. Il n'y a pas de leasing social là-dedans. Il va disparaître le leasing social avec les pauvres. Il n'y aura plus de pauvres en France d'ailleurs. De raison de faire des lignes sociales. On va tous monter en gamme. Il y aura peut-être. Et là, il y a encore moins de chances qu'il y en ait. D'accord. Bon, la répartition est donc celle-là. 26%, moins de 300 € par mois. Entre 300 et 400 €, 25 également. Entre 400 et 500, 22. Entre 500 et 600 € de location mensuelle, on a 17% du marché. Et à plus de 600, 10% du marché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je vous prends, voilà la cartographie des moins de 300 € par mois. Donc, tu vois, il n'y a pas de leasing social. Parce que le plus bas, tu commences à 160 et quelques avec la Picanto, Panda. Et puis alors, ce qui est très intéressant, vous voyez, ça on va y venir après, c'est regarder l'étalement. Parce que finalement, dans une tranche entre 150 et 300 €, si vous êtes même à moins de 200, vous avez des voitures qui ont un prix en fait en facial, un prix qui est complètement différent. C'est-à-dire que vous avez une Bayon qui a plus de 23 000 € dans le prix moyen, qui a le même leasing qu'une Panda qui a 16 000. Vous voyez? Et ce phénomène-là, on va le voir partout. Et là, vous voyez l'étalement. Donc, en gros, vous montez vers les 200, 300. Il y a quand même, quand vous montez en leasing, globalement, ça suit un petit peu le prix de la voiture, ce qui est quand même logique. Mais il n'y a pas de corrélation parfaite, loin de là. Si vous regardez en 300 et 400, là, vous êtes entre un prix, donc en 300 et 400. Regardez, vous avez des différences considérables. Vous avez une Polo qui est à peu près au même prix qu'une Swift, bien qu'elle vale 5 000 € de plus. Vous avez une Kona dont le leasing est quasiment le même qu'une Ignis, autour de 320, 330, alors que vous avez une différence de prix qui est quasiment du simple double. Et vous avez alors des modèles qui sont pour la gamme, regardez, très compétitifs, comme l'Octavia. Vous êtes à peu près à 390 € pour une voiture qui en vaut quand même 33, 34. Vous voyez? Et le Tucson qui se retrouve tout en haut. Alors, on a dans cette tranche-là des voitures qui valent 22 000, allez, 21, 22 000 € et une voiture qui va à 38 000 €. Évidemment, une, elle est plus proche des 300 et l'autre plus proche des 400. Mais c'est très intéressant de voir que tout d'un coup, l'écart de prix tel qu'on l'a analysé au début, il est complètement limé et gommé quand on met avec la LOA. Alors, on va y venir. Et effectivement, alors là, on est entre 500 et 600. Voilà le spectre entre 500 et 600. Et vous voyez, en haut, il y a un point aberrant là, qui vient de Mars. C'est la X1, qui explique notamment le carton que fait BMW, parce qu'ils n'ont pas d'apport. Tu es entre 450 et souvent 500. Là, tu vois, tu es à 500 et quelques, le X1. C'est un thermique, celui-là. Oui, c'est un thermique. Alors eux, en plus, ils te mettent de l'M Sport. Ils t'amènent tout de suite sur la finition sport. Et quand tu vois, effectivement, quand tu es une entreprise, tu te dis, tiens, mon cœur balance, je prends un Tiguan ou je prends un X1 pour le même prix. Vous voyez, une Mégane E-Tech, elle est autour des 500, par exemple. L'Austral, il est un peu moins cher, bien qu'il vaille un peu plus cher. Vous regarderez ça dans le détail, et on a de 500 à 600, 500, 600. Ouais, je vais avoir une erreur avec mon X1 parce qu'il reste, c'est pas normal.
Elles sont restées, alors je me suis trompé de faire une chose. Bon, je vous le remettrai à jour. J'ai dû faire un copier-coller qui n'est pas bon. Et au-dessus de 600, bon, bah là, vous voyez qu'il y a quand même deux paquets, quoi. Un qui est un peu avant 750. Bon, grosso modo, sont tous les SUV qui marchent bien et les modèles que vous avez demandé. Et puis après, alors il y en a que j'ai retiré pour ne pas avoir une échelle. La Panamera était à 1200, les Mercedes, etc. C'est pas très intéressant. Mais une série des S7, XC3, CL3 qui sont plutôt autour de 900 €, bah, avec des prix qui sont conséquents, parce que là, c'est un modèle qui ne sont pas achetés. Il faut vraiment les louer. Alors, chez BMW, c'est vraiment très, très visible. C'est vraiment les seuls où tu n'as vraiment aucun intérêt à acheter la voiture. Parce que quand tu vois le coût en location, il est vraiment très intéressant. Et c'est maintenant ce qu'on va voir. Donc ça, énorme. Ouais, ouais. Alors justement, exactement. Ça, c'est le nuage, tel que je ne vous ai pas mis les noms, mais tel qu'en fait, quand on met tout, quand on met les 92 modèles que j'ai mis, voilà le nuage. Donc on sent quand même, il y a quand même une droite. Mais si vous regardez, par exemple, pour un même niveau de prix, c'est très intéressant de voir qu'ici, vous voyez, il y a quand même des écarts considérables, quoi, d'un modèle à l'autre, en termes de prix. Et ça perturbe complètement l'analyse du marché. Parce qu'en fait, il ne faut plus analyser du tout le marché en termes de prix, on ne comprend rien, il faut l'analyser en termes de location, le prix de la location. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous avez 18 modèles qui étaient, dans ce que j'ai pris là, qui étaient à moins de 25 000 € en prix. 27 entre 25 et 35. 25 entre fameux, les segmentations que je vous ai données avant. Oui. 35 et 44 500. Et puis au-dessus de 44 500, il y en a 21. Et où vous les retrouvez du côté du leasing? Et ben, si vous prenez par exemple la catégorie rouge, 35-44, c'est drôle de voir que sur les 25, il y en a 3 qui ont un leasing entre 300 et 400, 8 qui ont un leasing entre 400 et 500, 1 qui est entre 500 et 600 et quand même 13 qui est au-dessus de 600. Vous voyez, il y a un spectre très, très, très large. Dans les 27, c'est pareil. Regardez dans les 27, entre 25 et 35, c'est là que la guerre est la plus phénoménale. Vous avez de la voiture, du leasing qui est partout. Du leasing très peu cher, du leasing très abordable. On s'attendrait à ce que les 27 soient entre 400 et 500, mais en fait, non, ils sont étalés. Bon, les 21, c'est plutôt étalé vers la droite. Une voiture à plus de 45 000 €, mais vous avez quand même 6 modèles qui sont à moins de 600 € en termes de leasing. Donc 4 à moins entre 400 et 500. Vous voyez? Pour une voiture dont le prix est dans le spectre haut du marché. Donc le leasing, en fait, il rebat complètement l'écart d'une voiture qui, en termes de prix, est positionnée d'une certaine façon. Avec le leasing, il va être positionné complètement différemment. C'est-à-dire souvent moins cher que ce qu'on imagine quand vous mettez en location. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Ben, il se passe cette chose-là. C'est-à-dire que si on prend les 160 modèles du marché français, on vous a calculé donc le coût total du leasing dont je vous ai parlé après dans l'exemple de ma classe A, ma classe C. J'avais 42 000 pour une voiture qui vaut 63 000 et on a dit avec tout le cas qu'on avait 65 %. En gros, avec votre leasing sur 36 mois, 37, vous payez 65 % du prix de la voiture. Et bien en fait, les constructeurs derrière, ils ont une analyse très très fine qui fait que quand vous mettez tous les leasings, vous avez des leasings où vous payez sur votre leasing que 25 % du coût de la voiture. C'est le cas d'une Dacia par exemple. Et vous en avez certains, vous êtes à 75. Et la moyenne, regardez, elle est là. Le maximum, c'est 88 %. Il y en a qui font un leasing, vous payez 82 % de la valeur de la voiture. D'autres, c'est 23. La moyenne, elle est à 53 %. Vous voyez, elle est là, là. On est autour de 50. Et là, vous avez, c'est ce que je mets là, entre 50 %, c'est entre 45 et 61 % de la valeur de la voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui est dans la fourchette basse, lui, il n'y a pas de mésinterprétation possible. Si vous faites payer que 30-25 % de la voiture de leasing, c'est-à-dire derrière, il faut aller récupérer les 75 autres %. Donc, vous êtes sûr de les récupérer. Ça veut dire que derrière, vous allez refaire un leasing qui sera peut-être un tout petit peu dégradé, mais quasiment au même prix, ou vous allez la mettre sur le marché dans vos concessions ou ailleurs chez des brokers, et la voiture, vous allez la facturer très cher. Ça, vous pouvez regarder les modèles, vous voyez tout de suite quels sont les modèles qui sont prisés. C'est-à-dire, c'est des modèles que, typiquement chez BMW, il y a une appétence du marché, mais on ne veut pas payer la voiture à son plein prix au départ. BMW vous fait un cadeau pour celui qui l'achète, même en fait qui la loue,
il paye très très peu finalement, c'est très très intéressant pour lui. Ça fait du volume, et ça veut dire que derrière, la voiture, elle part en seconde main. Ça, c'est sûr. À un prix qui va être de 40-45 000 euros pour celle qui vaut 60. Pour les autres, alors, ils sont à peu près autour de 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a certains. Alors, ça, il y a des logiciels qui vous calculent ça sur le marché. Ah oui? Bah, bien sûr, hein, quand on va au salon du véhicule d'occasion, il y a 10 entreprises qui font ça de manière extraordinaire, en vous disant même à combien il faut vendre votre voiture, à quel endroit en France. Et donc, ils vous prennent une Mini de Brest, ils vont vous la vendre, ils vous l'envoient sur la concession de Nice. Hein. Ils optimisent complètement ça. Donc, eux savent très bien quelle est l'appétence du marché derrière le véhicule d'occasion. Et c'est avec ça qu'ils vont calculer le leasing. Alors là, après, pour les autres, il y a deux interprétations possibles. Soit vous avez une voiture dont vous savez, je ne vais pas donner de nom ni de modèle, mais notamment dans l'électrique, ça commence, et la valeur résiduelle est très mauvaise. C'est-à-dire qu'en gros, vous l'avez sur les bras, la voiture. Vous ne la vendez pas. Et là, donc, ils ont bien compris qu'il faut prendre absolument le maximum tout de suite, parce que sinon, derrière, vous prenez la tasse. Et le constructeur, ça ne fonctionne pas. Soit, comme c'est peut-être et probablement le cas, comme je le soupçonne chez, par exemple, Mercedes, parce que vous avez Mercedes, ils font payer beaucoup au départ, vous avez les deux. C'est-à-dire qu'eux, ils sont peut-être, il faudrait voir la rentabilité du réseau, mais il y en a qui doivent être gagnants au grattage et au tirage. C'est-à-dire que non seulement ils vous mettent un leasing très fort au début, ils prennent un maximum, mais en plus, la voiture se vend bien derrière. Alors ça, quand vous pouvez faire les deux, c'est le bingo. Chez ceux qui vous mettent un leasing très faible, là, il n'y a pas de secret, il faut qu'ils la vendent. Donc, ils vont la mettre cher derrière. Et il y en a certains qui la mettent cher parce que derrière, ils ne vont pas la vendre. Et une petite minorité qui vont vous la mettre cher au leasing et cher à la revente. Et eux, c'est tout gagnant. Mais c'est quand même donc finalement très intéressant. Vous voyez, vous avez les 160 modèles là, qui sont projetés du plus bas, celui qui a le leasing le plus attractif, à celui qui a le leasing, parce que vous vous dites, bon, parce que vous êtes un particulier. Alors, si vous êtes une entreprise, c'est un autre cas. Ça dépend aussi de votre typologie de client. Vous pouvez vous permettre ça quand vous avez une entreprise Mercedes. Vous avez des cadres dirigeants qui s'en foutent de ça. Ils veulent une Mercedes. Bon, bah, Mercedes, ils chargent. Ils font un leasing très cher, à 1 000, 1 200 euros. L'entreprise va payer. Pour eux, c'est parfait. Si vous avez une typologie, pour prendre des stats qu'a donné Clotilde, qui est plus orientée ou qui est autant orientée chez des particuliers, c'est plus compliqué. Parce que le particulier va faire un petit peu un calcul. Sauf qu'aujourd'hui, vu la typologie des voitures, ils veulent pas, le particulier ne veut plus trop s'embêter avec les problématiques de fiabilité d'entretien. Là, vous avez un véhicule, il est entretenu. Ah, t'as tout là-dedans. Ah oui, bien sûr. T'as pas l'assurance, mais parfois tu as même l'assurance. Ça dépend. Ça dépend de la voiture. Les voitures, ils te laissent aller voir ton assureur, d'autres, ils peuvent te mettre un package, ils ne risquent pas grand-chose. L'entretien est dedans. Sauf les éléments d'usure, les pneus, les machins comme ça. Le temps et kilométrage à respecter. Le temps et kilométrage à respecter. En 3 ans, il n'y a que 2. Ah bah si tu sors du kilométrage, c'est une folie. Hein. Parce que là, tu as un coût kilomètre qui fait que c'est pas à faire. On doit bien viser le kilomètre. Il faut s'arrêter en vacances. Si tu dis là, je peux plus, t'arrêtes, tu rentres en train. Tu bouges plus la voiture. Hein. Tu la fais ramener. De toute façon, oui, objectivement, si on va au leasing moyen, on paye 50% de la valeur de la voiture. Ça veut dire qu'avec des fois 3 années de c'est ça, il y a une voiture neuve. C'est ça. C'est comme si tu aurais une voiture. C'est ça. C'est ça. Oui. Exactement. Alors, après, il y a l'aspect inconnu de la fiabilité, parce que les voitures hybrides, ça, c'est très joli, mais quand vous commencez à avoir des problèmes avec, et que la fiabilité est un peu inconnue chez certains constructeurs, on va dire l'électrique, les batteries Volux, etc., on ne prend pas de risque. Là, on te vend finalement l'usage d'une voiture comme d'un portable qu'on loue pendant tant d'années et qui est repris, puis en cas de problème, on te le change tout de suite. Donc, ce n'est pas le même calcul, ce n'est pas le même prix non plus. Mais n'empêche que le marché aujourd'hui, il est tiré par ça. Donc, un marché d'entreprise, un marché de particuliers vieux, plutôt qui ont de l'argent, etc. Hein, c'est malheureusement le point. Oui. Donc, voilà, l'analyse, j'ai terminé. C'est maintenant, donc on vous fera une analyse mensuelle là-dessus, mais je prendrai en considération le leasing. Parce qu'on parle toujours des ventes, on donnera un spectre du marché toujours en termes de prix,
Mais je pense que pour comprendre le marché, pour comprendre le succès de certaines gammes, alors ça, on ne peut pas le faire pour l'Europe, parce que pour l'Europe, les conditions de leasing ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et ouais. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ce coût par voiture, bah, finalement, te donne exactement la valorisation réelle du marché derrière des véhicules. C'est-à-dire qu'on voit où est l'appétence et on voit la possibilité qu'a une marque ou pas d'être ou pas agressif, quoi. Il y en a qui en ont sous le pied, là, clairement. Ceux qui sont dans un taux très bas, on se dit ils peuvent augmenter leur leasing. Ils ont un leasing qui est compétitif, ils pourraient l'augmenter. D'autres, non. Quand tu es à 60-70% de la valeur de ta voiture, tu peux difficilement aller au-dessus, je pense. Sauf cas particulier. Mais, ouais, j'ai vu ça. C'est bizarre parce que moi, c'est le PT ou c'est le PDF, ça? C'est le PDF. Ah ouais, à chaque fois, on vous le remettra complètement. Dans le l'option d'achat, Ouais. ça, c'est en train de chuter. Je n'achète pas la voiture. Alors, non, personne n'achète. 60%. Personne n'achète. Tu rajoutes, Non. tu l'as payé 130. Non, ça, personne. Et dans les modèles que tu as fait avant, Ouais. est-ce que c'est un modèle particulier où il y a la part du hybride, le PHEV, par exemple? On a pris celui qui est mis en avant. Elles ne sont pas du tout même ici entre la PHEV, exactement, le PM série 3 qui est en PHEV ou le série 3 qui est en hybride. Non, c'est du mid hybride. Ils ne la vendent pas. C'est du mid. C'est du mid hybride la plupart du temps. Celle-là, la vendent pas. PHEV, je suis pas sûr qu'ils arrivent là. Celle-là doit être chère. Pour le même modèle, c'est pour ça que je pose la question. Non. Ouais. Ah, tu vas pas. Après, c'est une usine à gaz. C'est le modèle qui est le plus vendu. Tu vois, non, il est pas dedans. Alors, tu peux l'avoir, hein, mais après, tu fais ce que tu veux parce qu'ils te le font à la carte. Mais tu vois, dans les statistiques qu'on avait, là, on a 12-13%. BM, ils sont quand même à 17% sur les véhicules électriques. Ils ont un peu plus de PHEV, mais c'est encore du thermique majeur. Mais ça, à mythe, on vous le précisera parce que je pense qu'au fur et à mesure qu'on va y aller, là, tout doucement, on va se positionner, y compris sur des véhicules 100% électriques là-dessus. Et entre parenthèses, BMW, sur l'électrique, ils ont des tarifs encore plus agressifs. C'est les seuls sur le marché. Donc, ça témoigne d'une grande confiance. À eux, c'est de la série, c'est du M qu'ils proposent. En général, absolument. Sauf chez certains. Alors, avec Lucas, on a vu que c'était lequel, Lucas, on se posait. C'est pas Hyundai, ou Heureux, c'est le premier niveau de finition. C'est les seuls, mais ils ont une formule qui est grosse comme ça quand tu arrives sur le site et que tu ne peux pas rater et sur lequel ils t'engagent. C'est plutôt. Alors, bas niveau de finition chez certains constructeurs, c'est déjà pas mal. Parce que la voiture est déjà très bien équipée. C'est tout le coréen. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est le coréen. Ouais. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que derrière ce leasing, alors nous, on n'est pas dans la peau, et puis chez les constructeurs, ils ont, j'imagine, des machines qui analysent ça très, très, très finement, mais ça veut dire que derrière, c'est le résultat de cette fameuse analyse. À savoir, qui achète ma voiture, dans les entreprises, quel profil d'entreprise. C'est pas pareil quand c'est LVMH qui t'appelle ou c'est l'artisan du coin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et qui sont ceux à qui je vais revendre? Combien partent dans mes concessions? Combien partent chez les brokers qu'on retrouve là sur toutes les nationales avec des voitures, etc. Donc cette analyse très fine, y compris spatiale, parce que d'une région à l'autre, c'est pas du tout les mêmes éléments. Eh ben, le résultat de cette guerre n'était pas donné par le prix de la voiture, qui est très global, qui est pour tout le monde. Il y a des remises, on ne connaît pas lesquelles, c'est opaque, etc. Le leasing, en revanche, il est très clair. Tu ne négocies rien du tout sur le leasing. Tu vois? D'ailleurs, quand on grimpe ouais. Facturé, c'est le catalogue. C'est le catalogue. Le catalogue, on connaît pas les risques. Oui, mais on en a parlé avec Pierre-Louis. 15% sur l'électrique. Oui, mais il te rajoute. Il ne faut pas prendre le catalogue, tu n'achèteras jamais le catalogue. Si, parce qu'en fait, quand tu prends le prix réel derrière, alors déjà, pour ça que je ne prends pas le niveau maximum, mais quand tu rajoutes tes options, tu es au prix catalogue. Voilà, ça se. On a regardé ça. Après, tu l'as considéré. Ouais, parce que rien qu'une peinture. 1 € électrique, BM, ils ne te la vendent pas à 70. Non. Tu pars à 60. Oui, mais derrière, tu as une peinture métallisée qui est à 1500. Ouais. Oui. Tu prends par exemple, on est complètement hors du spectre, mais je disais ça parce que tu me fais penser, c'est une caricature, mais par exemple chez Ferrari, ils sont à 80 000 € d'options par voiture. Tu vois? Non, mais même chez BM. Hein. Ils vendent pas alors, voiture, ils vendent des options.
80 000 la voiture, 80 000 l'option. C'est Et 60 000 à l'État. Donc 80 000 voitures, 80 alors 000 l'option. sur un constructeur comme BMW ou comme Mercedes, il n'y a pas beaucoup. Les remises, elles sont pas énormes, hein. Et puis ça monte. Et chez eux, il peut y avoir un peu un débat. Mais chez les autres, tu t'y retrouves. La voiture qui a 20 25 000, 30 000, tu as 2-3 000 options, tu y vas très vite, hein. On regardait le prix des peintures là. Mais la peinture, maintenant, tu n'as pas une peinture métallisée à moins de 900 €, quoi. Même sur une. Enfin, et alors, ça, tu l'apprends parce que la couleur qu'ils te mettent, souvent, elle n'est pas terrible. Ils font exprès. Ils t'en mettent une. Il y en a qui mettent. On avait vu une orange. Non, mais, je veux dire, c'est sûr que ça, le client, il ne prendra pas l'orange, hein. Donc, tu vois, ça monte très vite, en fait, hein. Ouais, on a réfléchi à ça. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez. En théorie, les tendances du marché, on devrait voir combien d'années on conserve une voiture. Parce que c'est pas pareil quand nos parents ou nous-mêmes on achetait une voiture qui devait durer une dizaine, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, où la tendance c'est de changer beaucoup plus vite. Sauf qu'aujourd'hui, l'occasion est avant 10 ans, on aurait été à 8 ans, aujourd'hui, on est à 12 ans, je crois. Ah oui, mais il y a encore, on sait très bien, depuis les lois qui ont fait la plantation, il y a encore 50% des véhicules d'occasion qui ont plus de 10 ans. Le graphe, il était à 25 sur 10 ans et 25 sur 15, et ça continue. Et ça continue après Covid, c'est ça qui est incroyable. Mais alors, ce qui est marrant, c'est de voir quand même que dans une atmosphère de prix, de crise, entre guillemets, on nous annonce un marché de l'auto, on contourne l'augmentation très forte des prix des véhicules par un leasing, mais qui fait que lorsqu'on fait le calcul du leasing, on la paye sacrément cher la voiture, mais on le sent moins passer. C'est quand même fabuleux quelque part. C'est pour ça que le cas de marché bien, le temps acheté de il y a 5 ans, il y a 7 ans. Alors, le seul élément, c'est la fiabilité qui pose question, parce que alors là, c'est un autre sujet qu'on va aborder, parce qu'on va, on sort du sujet là, mais vraiment, on va pas mal travailler sur l'aftermarket, et on va faire des choses qui, j'espère, vont vraiment amener beaucoup d'éléments sur ça. Là, l'aftermarket, hein, c'est compliqué, parce que c'est ce qui me rend moi, à la différence d'autres, qui ne prennent pas ça en compte. Ils font des courbes avec des ergonomies, machin de trucs. C'est tout simplement l'aftermarket. La voiture, à partir d'un certain nombre de kilomètres, quand on la fait fonctionner, ça coûte très cher tous les ans. Et en fait, un calcul rationnel fait qu'on espère que c'est la dernière panne, mais c'est jamais la dernière panne. Parce que, oui, on arrête, on a fini. On discutera de ça, on aura les éléments de la norme. Merci en ligne de vous être connectés. Vous répondez au petit sondage si vous pouvez. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui souhaitent, avec Stellantis qui vient nous présenter les nouvelles conditions de garantie. Donc, ça aura lieu ici, au 2 rue de Presbourg, en présentiel. Et sinon, effectivement, on se donne rendez-vous le 31 octobre, prochain observatoire. Et avant, je pense que juste avant, on va commencer, on fera la première réunion. Alors, je ne sais pas si c'est octobre ou début novembre, mais sur la production. On vous tient informé. Il y a un salon d'auto. Au milieu, il y a salon d'auto.